23h08, Rodez, une ville dans le sud de la France. Une petite soirée tranquille entre amis. Candice a cuisiné des pâtes. Son copain, Timothée, se sert tranquillement. Il riait et il allait bien. Quelques secondes plus tard, il se lève pour aller prendre l'air et sort de la pièce. Elle pense qu'il traîne, alors elle lui envoie un message. « Tu reviens pas ?» Pas de réponse. Puis un SMS. « Je rentre chez moi. Je veux pas que tu me vois comme ça. » Et juste après, un message étrange. Il lui demande ce qu'il y avait exactement dans le plat. Candice ne comprend pas tout de suite. Mais quand elle arrive chez lui, les gyrophares sont déjà là. Le SAMU, les voisins, le silence. Il est trop tard. Son copain venait de mourir. Depuis ce soir-là, elle se repasse la scène en boucle. Les ingrédients, le moment où il a repris une assiette, ce regard avant qu'il ne se lève. Elle n'a jamais voulu ça. Mais ce soir-là, sans le savoir, Candice a peut-être servi le dernier plat de la vie de Timothée. Alors, qu'est-ce qu'il s'est réellement passé ce soir-là? Qui a réellement tué son petit ami? Comment s'est déroulée l'enquête? Vous saurez tout dans les moindres détails. Installez-vous confortablement et bienvenue dans StoryCube. Je m'appelle Candice et je vais vous raconter comment ma vie a basculé du jour au lendemain. Je sers le plat, il prend une bouchée comme tout le monde. Et puis là, il se lève en fait et il nous dit « mais je me sens pas très bien quoi ». Quand j'arrive, sa maman m'attend en bas. Elle me dit « mais Candice, il y avait quoi dans ces pâtes ?» Donc je répète, je dis « mais je savais pas, il y avait du râpé de brebis ». Et là, elle me regarde et elle me dit « Candice, ça va le tuer ». Et quand je monte, il était allongé et il y avait autour de lui une équipe de pompiers qui faisait des massages cardiaques. Je dis « mais je l'ai tué, je suis désolée, j'étais... » Et c'est pas que j'avais honte ou pas honte ou quoi que ce soit, c'est... Pour moi, c'était je l'ai tué quoi. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans StoryCube, j'accueille Candice. C'est une jeune femme qui a vécu une histoire traumatisante. Ce que je te propose, c'est qu'on revienne un petit peu sur le contexte des événements. Eh bien écoute, je suis arrivée sur les marches d'un orphelinat en 94, à l'âge d'environ une semaine. J'ai vécu ensuite donc en France, dans un tout petit village qui s'appelle Cruéjoul, un village de 350 habitants. Et 2 ans plus tard, on est parti en Colombie, on allait chercher ma petite sœur qui s'appelle Raphaël, qui n'était pas réellement ma sœur, mais qui l'est devenue. Et on a grandi à 4, voilà, en Aveyron. J'ai eu un parcours, une enfance très classique, une enfance d'ailleurs dorée, comme je peux le dire, dans le sens où j'ai eu on a reçu beaucoup d'amour, ma petite sœur et moi. On a été très proches, tous les 4, dans des petits villages comme ça. Une vietnamienne et une colombienne, ce n'était pas commun du tout. Ouais. Donc forcément, il y avait quand même un peu cette peur de l'inconnu. Nous, on est arrivés dans ce village où, en plus de ça, mon papa était dans la politique locale. Et je dirais qu'on n'est pas passé inaperçu, si je peux dire ça comme ça. Donc on a eu plein de petits épisodes, tant ma petite sœur que moi. J'aime pas forcément dire le mot racisme parce qu'aujourd'hui, on ne sait même plus trop ce que ça veut dire. Mais en tout cas, où on a fait s'interroger beaucoup de gens, beaucoup de monde. Et il a été difficile au départ de s'intégrer, de se sentir bien. En termes de relations, est-ce que tu arrives aussi peut-être, je sais pas, à avoir ton premier copain? Comment ça se passe? Oui, bien sûr, tout à fait. J'ai eu mon premier copain au collège, comme beaucoup. Et on a eu même une longue relation de 3 ans, tu vois, où j'ai découvert aussi sûrement le premier amour avec lui. Et ensuite, voilà, j'ai eu collège, lycée. J'ai eu beaucoup de relations amoureuses. Et je pense que c'était aussi parce que j'étais très dépendante affective pendant longtemps, jusqu'à probablement mes 20 ans au moins, notamment dû à mon adoption probablement, si on essaye de chercher la source, quoi. Tu vas faire la rencontre de certains Timothée? Lorsque je l'ai rencontré, c'était quelqu'un qui tout de suite m'a marquée, puisque je le trouvais très artistique, d'un autre monde, tout ce que j'aimais en fait, voilà. Et, il faisait quoi? Il était en fac de droit. Et c'est quelqu'un qui maniait très bien les mots. J'ai toujours été très amoureuse du poids des mots et des mots de manière générale. Et je le trouvais, je sais pas, un petit peu comme un ovni, différent des autres. Et puisque moi, je me suis toujours sentie différente, en tout cas à cet âge-là, j'avais l'impression que j'avais trouvé enfin une personne qui pouvait justement me comprendre et avec qui on pouvait être 2 moutons noirs autour que de moutons blancs, quoi. En gros, c'était ça la sensation. Comment ça se passe votre première rencontre? C'était dans une soirée à part chez des amis en commun. Et puis bon, c'est juste très bien entendu. Et en fait, l'histoire, c'était que on a refait une soirée une semaine plus tard, il me semble. C'était chez moi. Et le lendemain, quand je me réveille, donc je me réveille seule, bien entendu, et puis je vois qu'il y a mon radiateur qui est cassé. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé hier? Alors pourtant, voilà, tout allait bien, on n'avait pas forcément bu ni quoi que ce soit. Et là, je vois qu'il y a quelqu'un qui toque chez moi, et c'était lui. C'était lui, il me dit, voilà, je sais qui a cassé ton radiateur.
mais je ne vais pas te dire qui, parce que je ne suis pas une balance, c'est un truc comme ça, quoi. Mais par contre, je connais quelqu'un qui peut te réparer ton radiateur et c'est moi qui t'offre les frais. Je dis, dis donc, super sympa, quoi. Je suis ok, très bien. Donc le radiateur est réparé et en même temps, on a mangé ensemble, il me semble. Voilà, c'était super. Et on a commencé à beaucoup échanger, c'était très amical au départ. Et puis moi, en plus, j'allais partir j'allais faire un gros voyage. Donc j'étais pas du tout dans une optique d'avoir une relation avec quelqu'un à ce moment-là. Mais finalement, de fil en aiguille, les jours sont passés, les semaines sont passées et on est tombés amoureux et on s'est mis ensemble, comme on le dit quand on a 20 ans, quoi. Tu sais, t'as fini par savoir qui avait cassé le radiateur? Non. Non, t'as jamais su? Non. Okay. Pardon, Jamais. je reste bloqué sur un truc qui n'a rien à voir. Mais... Jamais, c'est vrai, ça restera un de mystère, jamais élucidé de ma vie. Vous vous mettez ensemble, comment ça se passe ces premiers mois? Bah, ça se passe très bien, c'est fusionnel, c'est même passionnel. Le genre de relation voilà, qu'on se souvient. Et puis, avant cette relation, je venais de vivre une relation très douloureuse où j'étais vraiment justement anti-relation, anti-copain. Je voulais me focus, comme on dit, sur moi. Ouais. Et puis finalement, il est apparu dans ma vie, il est rentré dans ma vie. Et donc, je me suis pas focus sur moi, mais c'était une très belle relation saine et remplie d'espoir, de projets, de voyages. C'est quoi ce qui t'a marqué chez lui? C'est sa passion pour l'art, pour les mots, pour la vie. Vous vous projetez? Oui, on se projette beaucoup. Et puis comme, je pense, un couple qui a 20 ans et qui a toute la vie devant soi, quoi. Vous projetez dans quoi? Dans le fait d'habiter ensemble ou de... Bien sûr, oui. Et puis même, finalement, on vit chez moi. Donc on vit déjà ensemble. On avait chacun un petit peu notre vie tout tracée. Moi, je devais finir une année en Erasmus à Barcelone, lui devait continuer sa fac de droit et on s'était dit on va faire des super vacances ensemble avant justement de rentrer dans notre fin de cursus, quoi. Tu pars au Vietnam à un moment donné? Ça c'est quand à peu près dans la relation? C'est au début? En plein milieu de la relation. C'est pour ça que justement je l'avais averti, j'avais anticipé, je m'étais dit plus jamais, enfin en tout cas pas maintenant pour une relation amoureuse. Et donc en effet en plein milieu je m'en vais au Vietnam, oui, quelques mois. Et puis finalement après que je revienne, je le retrouve. Je pensais que c'est terminé, quoi. On s'était dit qu'on faisait voilà, comme une espèce de pause, quoi. Et puis quand on s'est revus, c'était plus fort que nous. On a été collés comme deux aimants et on a passé toutes nos journées ensemble. Comment elle évolue cette relation à travers le temps? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble à ce moment-là? Ça fait une petite année. Quand on se retrouve, c'est encore plus fusionnel. On se raconte l'été qu'on a passé ensemble. Alors il y a des choses qui sont belles, d'autres moins belles, qu'on n'apprécie pas puisque nous étions séparés. Mais on décide de faire un peu comme table rase et de se dire, voilà, en fait, la vie fait en sorte qu'on a une seconde chance et on va pas la louper. Et puis ensuite, là, on se dit que plus rien ne peut nous arrêter, quoi. Et ensuite, un soir comme un autre, je suis chez moi, on invite 2 amis à nous, c'était même 2 amis à lui, que je voulais presque même impressionner, je m'en rappelle. Puisqu'on officialisait un peu cette relation, même si tout le monde savait. On était quand même dans une toute petite ville, donc tout le monde était au courant de tout. Et puis je fais à manger, comme d'habitude, les fameuses pâtes carbo, le truc, quand t'es étudiant, t'as des pâtes et des lardons dans ton frigo, quoi. Voilà. Et ce jour-là, j'y mets comme d'hab du parmesan, en tout cas c'est ce que je pense. Et puis finalement, voilà, je fais le repas, on me dit tous que ça sent bon. Ils veulent se donner bonne conscience, je pense, puisque c'est moi qui cuisinais, ils étaient à table à m'attendre. Comment elle se passe, cette soirée, avant que tu poses le plat? Très joyeuse, festive. Festive, on a mis de la musique, je pense qu'il y a une bouteille de vin. Bon, moi, je bois pas de vin, mais il y avait une bouteille de vin et on joue à la belote. Donc c'est très simple, quoi. C'était vraiment une soirée tranquille, chill, comme on dit. C'est quoi la belote? La belote, ouais. C'est un jeu de cartes, okay. Un jeu de cartes un peu stratégique. Okay. Et donc, en fait, ça se joue avec un partenaire, 2 contre 2. Et on bat les cartes, en fait. Et donc, j'étais avec lui, d'ailleurs. Et voilà, on allait les gagner. C'était évident. Et on a fait une pause dans notre jeu pour que je puisse cuisiner. Ouais. Et puis, je sers le plat. Il prend une bouchée, comme tout le monde. Et puis là, il se lève, en fait, et il nous dit « Mais je me sens pas très bien, quoi. » Mais vous inquiétez pas, ça va aller, je reviens. Ok, on s'inquiète mais sans s'inquiéter, du coup, puisque nous croyons sur parole, en fait, sans problème. Il mesurait 1m92, il était grand garçon, donc voilà, pas de souci. Bon, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 15 minutes, et puis là, on se dit, bon, il faut quoi? Vous dites quoi au bout de 15 minutes? Vous avez des premiers doutes ou vous dites... Ouais, un peu, mais pas trop, en fait. Ouais. Pas trop. Et juste, j'envoie un message et je dis, mais tu fais quoi, en fait? Je suis avec tes amis, qu'est-ce qu'on fait? On t'attend, où est-ce que tu es? Toi, c'est la première fois que tu les vois, ces amis-là ou... Non, c'est pas la première fois, et puis encore une fois,
tout le monde se connaît dans cette ville, mais c'était la première fois que vraiment c'était un repas consacré à nous, à cette nouvelle amitié et à cet amour qu'on remettait en avant, quoi, en valeur. Et donc on papote, puis à la fin j'envoie un message et puis il me dit ça va pas trop, je vais chez ma mère là, mais j'ai pas envie que tu me vois comme ça. Je dis mais comment ça, que je te vois comment, enfin ça se passe quoi, raconte-moi, enfin je comprends pas, qu'est-ce qu'on fait? Sa mère, elle est où? Elle habite à côté ou 2 minutes en voiture. C'est ça? Ouais, 2 minutes en voiture. Donc ça veut dire qu'il a pris la voiture. Ouais. Et donc je comprends pas. Et eux non plus. Et puis il me dit c'est bon, je suis avec ma mère, je suis rentrée, il y avait quoi dans les pâtes? Comme d'hab, il y avait comme d'hab du parmesan, des lardons, des œufs, enfin voilà, je raconte ce que j'aimais comme d'hab. Tu l'avais déjà fait ça? Bah oui, tout le temps. Presque tous les jours. Voilà. Ouais. Et je me nourrissais quasiment que de ça parce que, encore une fois, j'étais étudiante, c'est que j'avais peut-être pas forcément l'argent pour m'acheter plein de trucs, quoi. Et donc c'était le plat le plus simple. Donc oui, on mangeait ça tout le temps. Et lui, il avait déjà mangé aussi ce plat? Oui, évidemment. Mais là, il me dit, mais t'es sûre et tout? Je dis, bah écoute, je vais voir. Je regarde et puis là, je vais à ma cuisine qui est à 1 mètre de mon salon. Et là, je vois en effet que c'était pas du parmesan et c'était un autre fromage. Je dis, ah ben non, en fait, c'est du râpé de brebis. Et personnellement, je suis quelqu'un, je suis très compliquée au niveau alimentaire. Je suis très viandarde, je mange beaucoup de fruits. Mais alors tout le reste, à ce moment-là dans ma vie, c'était pas possible. Ouais. Donc le fromage, je n'aimais que les fromages fondus. Bon, ça paraît des détails, mais ici dans cette histoire, entre guillemets, c'est très important puisque je n'aimais aucun fromage. Pas les fromages crus, juste du parmesan, de la mozza dans la pizza et basta, quoi. Donc si j'avais vu râpé de brebis, je me serais dit, bah, c'est dégueulasse ce truc, jamais de la vie je mets ça. Ouais. Sauf que j'ai même pas vu. Donc en plus, je l'ai appris donc après. Le râpé de brebis, c'est comme du parmesan, c'est-à-dire que quand tu saupoudres, c'est des petits points, c'est pas du râpé. En fait, encore moins, je m'en serais aperçue, puisque ça avait le même aspect. La même texture, quoi. Voilà, que le parmesan. Il me dit, j'en suis allergique, par message. Et moi, je lui dis, ok, d'accord, il faut faire quoi? Il va se passer quoi? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je dois faire et tout? Il me dit, non, mais écoute, c'est bon, t'inquiète, je sais pas, mais en tout cas, j'en suis allergique. Et là, donc, je parle en même temps à ses 2 amis, à nos amis. Je dis, ah ouais, il est allergique et tout. Bon, voilà, moi je commence à lui dire, bon, je vais peut-être aller le voir, je pense que c'est mieux. Rentrez chez vous, je vous envoie un message tout à l'heure, quand ça ira mieux. Ouais. À ce moment-là, il y a peut-être une partie de moi quand même qui panique, mais il y a une autre partie de moi qui est très rationnelle, en fait, qui dit, les allergies, ok, pas de souci, moi-même j'ai des allergies. Au pire des cas, je fais une éruption cutanée et quand bien même, ça ne m'était jamais arrivé. Voilà, genre pollen, poussière, acaria. Donc, je suis pas inquiète, mais à la fois, quand même, ces mots m'inquiètent. Ces mots m'inquiètent, notamment quand il me disait « je ne veux pas que tu me vois comme ça ». Ça m'est resté en moi, quoi. J'envoie un petit message à ma mère, je dis « maman, s'il te plaît, viens me chercher ». Alors ma mère, pour l'histoire, elle vivait à 2 minutes, elle aussi, à pied, cette fois-ci, de chez sa maman. Ok. Je lui dis « viens me chercher, maman, s'il te plaît, c'est hyper important, je veux rejoindre Timothée ». Donc elle vient, et elle me dit « mais qu'est-ce qui se passe, Candice? Pourquoi t'es autant alarmée ?» Je dis « je sais pas, Timothée fait une allergie, faut aller le voir et tout ». Et puis elle, hyper rationnelle aussi, « mais ça va aller, t'inquiète pas, bon mais oui, viens, on y va ». On y va. Et tes 2 amis à ce moment-là, enfin les 2 amis, ils sont partis. Ils sont partis chez eux, ils attendent de mes nouvelles, mais ils sont partis. Ils sont pas alarmés non plus, enfin. Non, si un peu inquiets, et genre en mode tiens-nous au courant, Candice. Voilà. Mais pas plus, tiens-nous au courant. Et donc on y va, et la nuit est la nuit est pas tombée, mais il fait déjà sombre, quoi. Il fait nuit, je sais plus quelle heure il était, mais quand j'arrive, sa maman m'attend en bas. J'avais probablement envoyé un message à Timothée en lui disant j'arrive, quoi. Voilà. Donc sa maman m'attend en bas. Elle me dit, mais Candice, il y avait quoi dans ces pâtes? Donc je répète, je dis, je savais pas, il y avait du râpé de brebis. Et là, elle me regarde et elle me dit, Candice, ça va le tuer. Je dis, et ma mère était derrière moi, et même elle, je pense qu'on a pris un coup de froid, un gros coup de frisson. Mais encore une fois, on n'y croit toujours pas à ce moment-là, quoi. Pas du tout. Bien sûr, ouais. Elle me dit, monte, monte. Donc je cours, je monte. Et quand je monte, il était allongé. Et il y avait autour de lui une équipe de pompiers qui faisait des massages cardiaques. Moi, je tombe des nues. Je vois qu'il y a son petit frère à côté. Et je vois qu'il n'est pas bien, évidemment. Son papa est arrivé aussi. Et donc, là, je vois son petit frère et je lui dis, viens, on descend. Parce qu'il avait 14 ans, il me semble, à cette époque-là. Et je me suis dit, faut pas qu'il voie son frère comme ça. Donc, viens, on descend. Et puis là, on prie, je crois. On prie n'importe quoi, en fait. Mais on se dit, il se passe quoi, voilà. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être dans un véritable cauchemar. Ouais. Et à ce moment-là... je sais pas comment expliquer, mais je suis là sans être là, en fait. Je suis là sans être là, je réalise sans réaliser, et je suis en bas et j'attends.
C'est ce que je veux dire, tu comprends ce qui se passe à ce moment-là ou tu... Non, pas vraiment. En fait, mes yeux le comprennent, ils n'ont pas le choix puisque je le vois de mes propres yeux. À côté de ça, mon esprit est totalement ailleurs. Et le temps, en plus, est passé trop vite. J'ai une notion du temps qui... Aujourd'hui, je te raconte il a dû se passer 25 minutes. En vérité, j'en sais rien. Je sais même pas si aujourd'hui, l'un de nous le sait. Ouais. Tellement, en fait, tout est passé, tout a défilé, en fait, sous nos yeux. On prie, on attend des minutes entières, j'imagine, peut-être plus. Et puis son papa descend et là, il descend en cri et en nous disant « ça y est, il est fichu ». Et là, je crie, je crois, mais je comprends toujours pas. Et il me dit « mais Candice, monte, va le voir ». Et donc là, hop, un regain d'espoir. Monte, va le voir, c'est, je sais pas, va le voir, quoi. Donc je monte, je cours dans les escaliers et quand j'y suis, ben, en fait, la seule image que je vois, c'est lui dans une poche mortuaire. Il referme cette poche et je vois que c'est fini, en fait, que c'est vraiment fini. Donc mes yeux voient, mais je n'y crois toujours pas. Je pense que je crie, que je pleure, comme nous tous autour. Et puis voilà, et puis c'est fini en fait. C'est vraiment fini. Et là, je pense que mon corps ne sait pas quoi faire, ne sait pas. Je sais pas où je suis en fait. Je sais plus où je suis. Et là, on descend tous. Je pense qu'on s'embrasse, je pense qu'on pleure, je pense qu'on s'enlace tous. Et qu'on se dit. On se laisse quoi. On se laisse respirer, chacun rentre chez soi. Et on passe la nuit. On se revoit demain. Ils disent un truc, les pompiers sur place ou les... Pas à moi en tout cas. Pas à moi. Et puis je pense qu'ils se disent que je suis trop jeune pour avoir déjà vu ça. Donc je pense que peut-être ils parlent à ses parents, mais moi non. Et depuis d'ailleurs, depuis ce moment, ma maman avait envoyé un message, je pense quand je priais, et à mon papa et à ma sœur. Et mon papa et ma sœur étaient en bas à nous attendre dehors. Ouais. Voilà. T'as quel âge à ce moment-là? Même pas 20 ans. Enfin, moi je rentre chez moi, ma maman, ma petite sœur m'accompagnent. Et là, ils me disent essayons de dormir. Impossible. Évidemment impossible. Je pense que pendant 3 jours, je n'ai rien fait. Ni mangé, ni bu, ni dormi, ni rien. En fait, j'étais moi-même morte à l'intérieur. Tu disais quoi durant rien. cette période? J'étais muette, j'avais perdu la voix, j'avais perdu tout en fait. Et j'étais convaincue que c'était un véritable cauchemar et que j'allais me réveiller et que j'allais lui raconter et qu'on allait se marrer et se prendre la poire en fait, vraiment. Tu pensais à quoi? C'était quoi un peu tes... Moi, j'étais convaincue que c'était un cauchemar, en fait. J'étais vraiment convaincue que j'allais en sortir et il me tardait qu'une seule chose, c'était que je me réveille, en fait. Quitte à taper contre les murs, quoi. Et puis, je retourne dans mon lit où je sens encore son odeur, où je vois tous les objets qui lui appartiennent. Et je regarde la fenêtre, je me dis, il va arriver. Et encore une fois, je vais me marrer à lui raconter cette histoire alambiquée, quoi. Puis le lendemain, on se retrouve et puis là, je réalise qu'il avait fait le choix de se faire incinérer. Donc déjà, à 18 ans, 19 ans, quand déjà on a fait, entre guillemets, son testament, ses décisions, voilà, je réalise plein de choses, en fait, et je comprends, j'apprends petit à petit son parcours, son historique de quelqu'un de malade. Je découvre que ça a été le plus grave asthmatique de tout Midi-Pyrénées à une époque, qu'il avait déjà fait de la réanimation, voilà, plein de choses, en fait, que je ne savais absolument pas. Je vais le voir tous les jours jusqu'à son incinération. Donc forcément, c'est pas moi. En fait, j'avais l'impression que c'était mon seul lien qui pouvait me rattacher à lui. Donc de toute évidence, je voulais y passer mes journées jusqu'à ce qu'il disparaisse véritablement. Donc j'allais le voir tous les jours, je le touchais, je voyais voilà, son corps. Enfin, c'était vraiment très sombre et vraiment très noir. Mais c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas ne pas y aller, quoi. C'était pas possible. Quand tu dis que tu découvres des informations sur lui, c'est quoi ce que tu découvres concrètement En fait, là où j'ai vraiment découvert, c'est le jour de l'incinération, lorsqu'il y a eu une cérémonie avec tout un discours. Mais je découvre malgré tout, pendant ces 3-4 jours où il était donc dans, je ne sais plus comment ça s'appelle, un crématorium, je ne sais plus quoi, des discussions familiales, où j'entends, bah oui, mais tu te rappelles, il y a eu ça. Et en fait, que j'entends juste des mots, et moi je me dis, mais est-ce que je le connaissais vraiment, en fait? Enfin, pourquoi moi, je sais pas autant de tout ça, pourquoi je n'ai pas été alertée, pourquoi... Alors après, j'essaye de me dire, peut-être qu'en fait, avec l'âge, il a été plus fort et donc il avait moins eu de besoin. En tout cas, ce que j'ai toujours su, moi, la seule chose en vrai que j'ai su, c'est qu'il ne mangeait pas de fruits de mer et qu'en effet, il ne mangeait pas certains fromages. Mais en fait, puisque moi, de base, je déteste le fromage, je pense qu'il s'est toujours dit, il n'y a pas vraiment besoin de briefer Candice parce que, je suis grand,
2, en plus de ça, c'est mon amoureuse, donc je suis un homme fort. Et troisième chose, c'est elle ne mange aucune chose où moi je suis allergique. Ouais. Donc en fait, il a dû se dire, et ça je le dis avec du recul, il a dû se dire, bon bah en fait je suis grand quoi, je sais très bien ce que je vais manger, j'ai pas besoin de le lui dire. Et après, il était allergique aussi à des fruits de mer, mais moi je ne mange rien qui vient de la mer. Ouais. Jamais. Donc je pense qu'il s'est toujours dit, il n'y a pas vraiment de danger et moi je saurais en fait me débrouiller. Et plus le temps passe, et plus je réalise donc la gravité et je réalise enfin que on peut mourir d'une allergie et qu'on peut mourir d'une bouchée d'un plat, même dans lequel en fait il y a juste quelques points dans cette bouchée quoi. Voilà, c'est vraiment, enfin, je comprends tout ça à ce moment-là. Voilà. Et puis ensuite vient la cérémonie. La cérémonie, je suis toujours proche de sa famille. Il y a beaucoup de monde évidemment, puisque ce n'est absolument pas dans l'ordre des choses. Donc il y a souvent des collègues de travail, des étudiants, j'en sais rien, mais en tout cas on est nombreux. Et là vient un discours assez poignant de la famille, ce qui est normal, ils sont remplis de chagrin et je pense que ce jour-là c'est aussi le jour où on a tous plus ou moins réalisé malgré nous que ça y est, c'était réellement fini. Dans ce discours, voilà, on entend qu'il a été empoisonné en fait et là, moi évidemment, c'est moi. De toute façon, le jour où d'ailleurs c'est arrivé, je me suis accablée tout de suite. J'ai dit mais je l'ai tué, je suis désolée. Et c'est pas que j'avais honte ou pas honte ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était je l'ai tué quoi. Voilà, je l'ai tué. Et quand j'entends ce mot empoisonné, je me remets en question et je me dis mais est-ce que j'ai le droit, est-ce que je mérite du coup d'être dans cette cérémonie? En fait, non, pas du tout. J'ai l'impression d'être le monstre, la personne qui doit ne surtout pas être ici. Malgré que c'était un discours rempli de chagrin qui n'était pas forcément véritablement porté sur moi, mais moi évidemment je l'ai pris pour moi parce que je savais ce qui s'était passé. J'ai fait à manger, il a fait allergie à ce plat, ça a déclenché son manque d'insuline, il fallait qu'il ait une piqûre mais il ne l'avait pas sur lui, donc il y a eu aussi des gros concours de circonstances. Ça a été l'élément déclencheur. Ensuite, il fallait faire certains soins qu'il n'avait pas, puis quand il est rentré chez lui, il fallait faire certaines choses, ils n'ont pas pu le faire non plus. Ils ont voulu partir aux urgences, c'était trop tard, il a perdu connaissance. En plus de ça, il avait perdu du poids, donc il était moins fort qu'avant. Bon voilà, il y a eu tout ça. Et au-delà de ça, c'était censé être le SAMU qui pouvait sauver cette situation, parce qu'il avait besoin d'une piqûre d'insuline ou quelque chose comme ça. Et seules les équipes de SAMU ont ça. Et ce soir-là, les 2 équipes de SAMU n'étaient pas disponibles, et donc ils ont appelé les pompiers, et les pompiers, il n'y avait pas d'infirmière, et donc il n'y avait pas de possibilité d'envoyer en tout cas ce shot d'insuline ou je ne sais pas quoi. Donc ce qui fait que, voilà, rempli de concours de circonstances, mais malgré tout, je reste, et à vie, je resterai cet élément déclencheur. Le fait que j'ai fait à manger et qu'il a fait allergie au plat que j'ai fait. Donc ce jour, le jour de la cérémonie, à la fin, en fait, je ne vais même pas jusqu'à répandre ses cendres avec toute la famille. Je m'en vais à la fin de la cérémonie avec mon papa, ma maman, ma petite sœur et le copain, son copain de l'époque. Et on rentre en fait. Et voilà, eux bien sûr, ils sont dévastés. Ils voient la culpabilité que j'ai en moi et le chagrin et la colère, la tristesse que j'ai. Enfin voilà, ils voient tout ça. Ils m'accompagnent tous chez moi et ils voudraient rester avec moi. Et moi, je veux surtout pas. Parce que ça y est, c'est décidé. Après tous les gens qui m'ont dit « un jour tu le retrouveras, ça va aller Candice, tu vas rebondir ». Il t'aimait, etc. Eh bien, dans mon esprit d'une fille qui avait justement vécu une enfance assez dorée et qui n'avait jamais vécu de drame dans sa vie, j'avais qu'une seule envie, c'était de le retrouver. C'était aujourd'hui, avec du recul, je me dis c'était tellement immature, mais j'étais immature parce que j'avais 20 ans et que je n'avais rien vécu. Donc je me disais, je veux le retrouver. Et en plus, on dit souvent, quand on perd, ce n'est que lorsque l'on perd cette personne qu'on se rend compte à quel point elle comptait pour nous, entre guillemets. Et quand on perd quelqu'un, on idéalise beaucoup ce qu'on aurait pu vivre. Et donc j'avais la sensation, en plus de ça, que c'était l'homme de ma vie. Alors que peut-être pas, alors que ça se trouve, un mois plus tard, on se serait quitté pour X raisons. Mais force est de constater qu'il a disparu et qu'à ce moment-là, on a l'impression donc que tout le monde est dépeuplé sans lui. Voilà. Je suis dans la voiture et je vois mes 2 parents qui comptent, ils sont devant et ils m'amènent dans un hôpital psychiatrique. Je vois... En fait, ils conduisent et je vois le panneau Sainte-Marie. Sainte-Marie, c'est un hôpital psychiatrique dans ma ville. Et là, je commence à péter vraiment un câble. Je suis folle un peu, quoi. Je me dis, mais vous m'amenez là, vous êtes sérieux, vous êtes en train de me trahir. Et voilà, j'étais une version de moi qui était la pire. J'étais tellement remplie de chagrin que je voulais pas m'en sortir, en fait. Donc j'aurais dit, mais qu'est-ce que vous faites, en fait? Pourquoi vous faites ça? Vous allez m'abandonner. Et j'appuyais vraiment là où ça faisait mal. J'ai jamais été comme ça de ma vie. Ouais. Mais c'était vraiment un moment où... Voilà, j'étais plus moi-même. J'avais l'impression d'être
d'être seule au monde, quoi. D'être seule au monde, je parlais à quelqu'un qui était décédé, je parlais à voix haute et je me disais mais c'est la fin de tout, quoi. Je suis dans Shutter Island avec Leonardo DiCaprio et je me dis ça y est, en fait, je me disais c'est pas grave. J'étais comme lui, je me disais c'est pas grave en fait. Enfermez-moi, je m'en fous parce que de toute façon je vais recommencer. Voilà, c'était terrible, mais j'étais dans cet état d'esprit. Ouais. J'étais vraiment dans des conditions assez radicales. En plus, j'avais des barres aux fenêtres, on m'enfermait à clé. Enfin voilà, c'était très très sombre. J'avais pas loin mon téléphone, voilà. Je sais que quand même j'avais rencontré un infirmier et souvent je parle de lui et je sais pas qui c'était. Si un jour il entend d'ailleurs cet épisode, j'espère qu'il se manifestera, mais je sais qu'il prenait soin de moi. Je pense qu'il avait probablement un peu pitié de moi, mais c'était très sincère. Je voyais qu'il avait envie de prendre soin de moi. Et à chaque fois, il me faisait passer des galettes Saint-Michel. Et c'est marrant parce que ces galettes-là, je trouve qu'aujourd'hui, c'est le gâteau que tout le monde laisse de côté. Ouais. Et aujourd'hui, j'adore les galettes Saint-Michel parce que je me rappelle, c'était le seul petit bonheur que j'avais à ce moment-là. Je mangeais ces galettes Saint-Michel parce que j'avais envie de rien manger d'autre. Et bon, bref, c'est un détail, mais vraiment, c'est un souvenir que j'ai vraiment très profond. Si tu es d'accord de dire, est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé du coup de son côté? Enfin, pourquoi finalement il est décédé? Tu l'as évoqué vite fait, il devait prendre une piqûre, il l'avait pas. Est-ce qu'on peut avoir finalement, qu'est-ce qui s'est réellement passé en fait? En fait, simplement, il n'avait pas assez de force et il n'avait pas ce dont il avait besoin pour pouvoir vivre. Ouais. C'est aussi simple que ça. Mon plat a été en effet l'élément déclencheur. Il aurait fallu avoir une piqûre d'insuline. En fait, ce n'est la faute, entre guillemets, de personne. Les pompiers ne pouvaient rien y faire, l'équipe de SAMU était équipée. En fait, c'était un gros concours de circonstances. En fait, même quand j'essaye de voir ce qui a été écrit, c'est qu'il a fait un choc anaphylactique. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, parce que j'y connais rien, mais en gros, le fromage a créé une réaction allergique, donc il pouvait plus respirer, il pouvait plus... Enfin, oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il manque de respirer et en fait, c'est même pas je pense pas que... En fait, c'est pas... Il s'étouffe, mais il ne peut plus respirer tout simplement. Okay, ça gonfle en fait, dans sa gorge. Et donc, il lui fallait cette fameuse piqûre qu'il n'avait pas sur lui. Oui. Il va chez lui. En fait, parce qu'encore une fois, je me suis beaucoup éloignée. En fait, au départ, j'ai fait beaucoup de recherches et puis ensuite, j'ai tout fait pour tout oublier. Mais je sais que ce genre de piqûre, ça coûte un peu d'argent, mais surtout, il me semble que ça périme. Donc, c'est-à-dire que si tu ne l'as pas au frais dans un frigo, machin, enfin, je sais pas, mais c'est quand même très compliqué. Voilà. Et c'est pour ça, je pense qu'il s'est déplacé, qu'il est allé chez sa maman pour pouvoir voir s'il y en avait une, etc. Après, le temps passe. Combien de temps? Aucune idée. Puis je reprends encore plus connaissance parce qu'en fait j'étais quand même shootée, hein, j'avais antidépresseurs, anti-anxiolytiques, Xanax, voilà, c'était très lourd, des traitements lourds. Et là je suis dans une autre clinique, en fait, une autre clinique qui est toujours sécurisée mais qui est quand même, comment dire, avec des gens qui sont un peu moins fous que ce que j'étais. Ouais. Et donc ce sont des bipolaires, des schizophrènes. Et là je les regarde et on parle un peu, on papote un peu ensemble et je me dis mais... En fait, on n'arrivait même pas à vraiment discuter parce qu'on se disait, mais son histoire, elle est peut-être pire que la mienne, du coup, mais pas que je la parle. Ouais, c'est ça. On se dit, en fait, on va juste finir fous tous ensemble. Il y a une partie de moi qui dit, mais Candice, quand même, t'es pas folle, toi. Enfin, est-ce que vraiment t'es comme eux? Après, je me dis, mais ça se trouve, eux aussi, ils sont pas fous, et ça se trouve, c'est les autres qui s'en foutent. Enfin, en fait, on devient fou. Ouais. Et là, il y a une part de moi qui fait une vraie introspection. J'essaie d'être la plus sincère, la plus honnête envers moi-même et je pense avoir eu une très belle éducation de mes parents. Et j'essaye de mettre toutes leurs valeurs en avant. Et je me dis, bon, Candice, qu'est-ce qui s'est vraiment passé en fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as pas fait? Et je me dis, mais est-ce que tu le savais? Et en fait, je fais une conversation avec moi-même. Et là, je me dis, mais ça se trouve, je suis une schizophrène, folle, bipolaire, quoi. Vraiment. Et là, c'est là où tu te dis, t'es au fond du seau. T'étais vraiment au fond du seau. T'étais dans le pire moment de ta vie où t'es en train de te demander si toi, la première, tu n'es pas folle. Et donc, je me pose plein de questions. Je me dis, est-ce que tu l'as fait exprès? Ben non, je n'ai pas fait exprès. Est-ce que tu savais? Mais non, je ne savais pas. Et en fait, on fait une conversation extrêmement longue. Et à la fin de la toute fin, je me dis non, en fait, je l'aimais profondément. Je suis juste une fille jeune qui n'a rien vécu dans sa vie, qui ne pouvait absolument pas se douter qu'on pouvait mourir d'une allergie comme ça. Peut-être qu'un jour, il m'a dit je suis allergique à un truc. Mais en fait, à ce moment-là, j'en avais rien à faire parce que moi, la première, quand je dis que j'ai des allergies, il n'y a personne qui m'écoute. Et voilà, et c'est ça la conclusion que je me fais. Puis ensuite, je me dis quand même, oui, mais il n'est plus là. Et à quoi ça sert? Et donc là, je sais que j'ai des rendez-vous psychiatre, psychologue, kinésiologue, j'en passe quoi. J'ai plein de rendez-vous. J'ai arrêté toute ma vie, j'ai arrêté mes études. J'enchaînais échec sur échec, j'avais toujours pas mon permis. J'étais dans cette clinique, j'ai essayé de reprendre mes études, mais en fait, j'avais le droit
d'aller à l'école. Et je devais revenir juste après à la clinique, j'avais pas des droits de sortie hormis l'école, quoi. J'étais dans une école de commerce. Pendant ce temps-là, la famille de la victime, elle fait quoi factuellement? Enfin, est-ce qu'il y a, en fait, est-ce qu'il y a une procédure en cours ou pas forcément? Est-ce qu'il y a une enquête qui est menée ou... Non, à ce moment-là, je pense que chacun essaye de faire son deuil et personne ne l'a fait, d'ailleurs. Mais chacun essaye de... Je pense qu'il savait, enfin j'en sais rien en fait, parce que moi j'étais enfermée, mais je pense qu'il savait où est-ce que moi j'en étais. Et je pense qu'à ce moment-là, il voulait vraiment que je m'en sorte, évidemment. Ouais. Et eux, ils essayaient de s'en sortir aussi. Et je m'étais promis que si jamais, en tout cas, j'allais continuer à survivre, j'allais rien faire de spécial dans ma vie et que de toute façon, je méritais rien et que j'allais faire un sale boulot, c'est-à-dire un boulot qui me plairait pas. Et c'était OK. J'étais OK avec tout, en fait. J'étais OK de juste passer ma vie comme n'importe quelle personne, sans chercher un épanouissement quelconque, en tout cas. Voilà, je voulais pas de bonheur à ce moment-là. Jusqu'au jour où j'en ai marre. J'en ai marre que tout le monde me parle de ça, j'en ai marre que ça y est, ma vie n'est faite que de ce drame en fait. Et ça m'agace tellement qu'un jour je décide de, encore une fois, dans mon immaturité, je décide, et de ma dépendance affective, je décide de me mettre sur Tinder et de discuter avec des gens qui ne savent pas du tout ce que j'ai vécu et qui ne me connaissent pas. Parce qu'à ce moment-là, je ne parlais que de ça. T'es toujours dans ce centre à ce moment-là ou Oui, toujours. Et là, en fait, je tombe direct sur le profil de quelqu'un qui s'appelle Daniel. Et en fait, j'ai toujours aimé l'art. Je me sens pas du tout artiste, mais moi, j'aime beaucoup l'art. Et il avait laissé son blaze Instagram. Et donc, je vais voir son blaze Instagram. Et là, je vois plein de dessins, de photos du Portugal. Enfin, je trouve le profil magnifique, très artistique. Bouteille à la mer, j'envoie un message sur Instagram. Je lui dis, laisse-moi te dire que ton profil est super, j'adore. Si jamais tu as envie d'échanger avec moi, on peut échanger. C'est tout. Voilà. Et puis, quelques jours plus tard, en fait, il me répond. Et là, on a une relation hyper amicale, puisqu'en fait, j'ai désactivé Tinder, je n'ai pas parlé à quelqu'un, et j'ai juste discuté sur Instagram avec cette personne. Et là, on commence à se poser plein de questions, très adolescents, quoi, très qu'est-ce que tu ferais si tu étais sur une île déserte, qu'est-ce que tu ferais si tu avais 1 million d'euros, enfin voilà, que des questions comme ça. Et toutes ces réponses, elles étaient au-delà de mes espérances. Et à la fois, j'ai envie de te dire, j'espérais rien, puisque de toute façon, j'étais amoureuse de quelqu'un qui était décédé et que je ne voulais pas de bonheur, n'est-ce pas? C'était du moins ce que je pensais. Puis les jours, les semaines passent et on se parle. Et moi, c'était un peu mes petits bonheurs de la journée. Le seul moment où je pouvais être soit l'ancienne Candice qui n'existait plus, ou du moins c'est ce que je pensais, soit une nouvelle personne qui n'était pas la personne qui avait cette vie si pourrie. Voilà. Et je continuais à avoir des visites, à toujours ce drame, tout ça. Mais lui, j'avais toujours des petits messages qui étaient très sains, un peu enfantins, mais c'était très agréable pour moi parce que ça me sortait de ma vie de merde. Jusqu'au jour où je fais tellement bonne figure dans ma clinique que ça y est, petit à petit, j'ai plus de droits jusqu'à réussir à enfin pouvoir sortir de cette clinique. Et là, on décide de passer le cap, de s'appeler jusqu'à décider de se rencontrer pour de vrai. À ce moment-là, j'espère plus que tout que ce sera nul. Parce que, je me dis, au moins, c'est facile. Ouais. Mais en fait, c'était trop bien. J'ai passé un super bon week-end. Puis il est reparti, et 3 jours plus tard, il est revenu. Et puis il est reparti, et en fait, ensuite, on ne s'est plus jamais quittés. Ça a été mon mari, on a eu 10 ans ensemble, et une petite fille qui s'appelle Lilia, et qui a 4 ans aujourd'hui. Et donc, en fait, je l'ai rencontré au pire moment, et d'autres pourraient dire que je l'ai rencontré au meilleur moment, en fait. Ça a été très long, hein. Pendant des années, je pense que j'étais toujours partagée. Il y a une partie de moi qui était déjà morte et qui est morte d'ailleurs ce jour-là et qui appartenait à Timothée. Ouais. Et il y a une autre partie de moi qui a essayé de se construire, de survivre pour ses parents. Ses parents, quand je dis ses parents, c'est les miens, quoi. Pour mes parents qui sont venus me chercher à l'autre bout du monde, qui ont eu aussi leur lot de difficultés et de malheurs. Je me devais en fait que d'être droite. Pour ma petite sœur qui avait besoin de repères puisque j'étais l'aînée. Et donc au départ, on se dit, on le fait pour eux. Jusqu'au jour où on redécouvre la vie à travers une glace à la framboise, on redécouvre la vie à travers quelqu'un qui nous sourit dans la rue et on se dit, si c'est ça la vie, ok, peut-être que je peux essayer, quoi. Et puis un jour, voilà, je suis tombée amoureuse à nouveau de lui parce que je ne sais faire que ça, continuer à avancer et je pense que la vie est faite de choix. On a toujours 2 possibilités, pilule rouge, pilule bleue, quoi, tu vois. Et donc c'est... Soit je choisis de continuer à survivre, d'être dans la noirceur, de détester le monde entier, d'être aigrie et de me demander pourquoi les gens continuent à vivre après ce drame, ou de choisir la lumière et de me dire
voilà, c'est comme ça, je ne l'accepterai jamais. La douleur, elle disparaîtra pas, elle ne s'est jamais atténuée un seul instant. Mais j'ai décidé d'en faire quelque chose de beau, d'en faire une force, d'essayer de transmettre à ma fille voilà, le meilleur. Et c'est ce que j'ai fait finalement, contre toute attente, parce que oui, pendant longtemps, j'ai cru vraiment que j'allais sombrer, mais force est de constater que bah non, je suis là avec toi aujourd'hui, Noah. T'as écrit depuis un livre? En fait, plus jeune, on m'avait toujours dit, mais Candice, tu devrais écrire un livre sur ton adoption, sur ta famille et sur ce que tu as pu vivre, parce que là, on s'est focalisé aujourd'hui sur ce drame que j'ai vécu, si on peut le dire ainsi. Mais il m'est arrivé plein d'autres épisodes auparavant qui faisaient dire aux gens, Candice, tu devrais quand même écrire ton histoire. Et moi, je leur disais tout le temps, j'avais de la vie, je sais pas m'exprimer, je ne sais pas écrire. À ce moment-là, j'avais lu 5 livres dans ma life. Enfin voilà, c'était pas possible, quoi. Et en fait, une fois que ma fille est née, eh bien, j'ai subi une opération qui m'a demandé d'être allaitée pendant une dizaine de jours. C'est-à-dire, je ne pouvais plus porter ma fille, je ne pouvais plus travailler, et je suis partie à la campagne chez mes parents, là où j'ai toujours grandi. Et en fait, je m'ennuyais cruellement. Et le soir, je sais pas, j'écrivais. Je sais pas si tu fais pareil que moi, mais on est beaucoup sur nos téléphones, à aller dans nos notes et à écrire des pensées, à écrire des colères, à écrire tout ce qui nous vient par la tête. Et moi, à ce moment-là, pendant 10 jours, tous les soirs, je sais pas, j'ai eu cette lubie d'écrire, de rassembler toutes les notes une par une. Et à la fin de ces 10 jours, j'ai dit à mes parents, bon, vous allez foutre de ma gueule, mais je crois que j'ai écrit un livre en fait. Quoi? C'est sérieux, ça bon et tout ça. Et eux, par contre, sont de grands lecteurs. Moi, je suis très cinéphile, mais eux, ils sont très littéraires. Enfin, en tout cas, ils adorent lire. On me dit, vas-y, qu'est-ce que tu vas en faire, etc. Et la décision, quelques semaines plus tard, c'était, j'ai qu'à m'auto-éditer. Je me suis auto-éditée sur Amazon. Pourquoi j'ai fait le choix d'Amazon? Parce que souvent, on me pose la question, donc j'anticipe. C'est que puisque je ne me sentais pas du tout légitime de me proposer une maison d'édition, parce que je ne me sentais pas du tout auteur de quoi que ce soit, ni talentueuse sur l'écriture, je me suis dit, au moins, apparemment, on envoie, on publie, paf, et puis c'est sur Internet et ça suffit. Et donc, j'ai décidé de faire ça. Je me suis dit, c'est le plus simple. J'étais convaincue que c'était encore très élitiste, le côté littéraire, les maisons d'édition. Donc, moi, je n'ai aucun pied dedans, je ne peux pas l'intégrer. Et donc, j'ai fait ça. Je me suis fait accompagner sur la correction orthographique, sur la structure et sur comment s'auto-éditer en ligne. Et je me disais, au moins un jour, ce livre, ma fille, quand elle sera grande, elle l'aura dans les mains et elle saura. Elle connaîtra l'histoire de sa maman, elle va pouvoir peut-être nous comprendre et peut-être, si j'ai de la chance, qu'elle soit fière de moi un jour. C'était ça mon objectif. Et le deuxième, c'était dire à mes parents que j'étais désolée, que je leur en ai fait voir de toutes les couleurs, des vertes et des pas mûres, que la vie n'était pas un long fleuve tranquille, mais que je les aimais fort, quoi. Et le troisième, c'était au grand jamais. Si jamais un jour quelqu'un tombe sur ce livre sur Amazon et qu'il le lise et que ça lui donne de l'espoir, du moins, j'aurais tout gagné, quoi. Voilà. Donc c'était ça mes intentions. J'ai pas fait de promotion, j'ai pas payé quoi que ce soit pour que ça puisse être plus promu que ça, mais j'avais une petite communauté, 5000 personnes sur Insta, quelque chose comme ça, des amis, les gens de mon village qui ont voulu être curieux probablement et découvrir qu'est-ce que j'avais écrit. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé. Amazon m'a mis vraiment très en avant. J'étais best-seller pendant longtemps, ce qui a fait que ça m'a permis de vendre plus de 40 000 exemplaires de mon livre en auto-édition et jusqu'à l'année dernière où j'ai pu donc signer un contrat avec la maison d'édition Robert Laffont où on a réédité le livre avec de la nouveauté, les 3 années, la suite. Candice, merci beaucoup. Avec merci plaisir, infiniment. Merci à toi. C'était vraiment fort, franchement, j'ai pas parlé beaucoup, j'étais juste choqué par ton histoire de dingue, mais merci infiniment d'avoir le courage de le dire aussi comme ça en vidéo. Avec plaisir. Évidemment, si vous aussi, vous avez vécu ce genre d'histoire, que ce soit une histoire, j'en sais rien, terrifiante, traumatisante, choquante, peu importe, sachez qu'il y a un mail qui s'affiche juste ici. Vous pouvez envoyer un petit récap de ce que vous avez vécu, on se fera un plaisir de vous accueillir dans StoryCube. Sur ce, c'était Noah.